Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête et cofondatrice de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques. Et qui est basé à Lyon et Madrid pour l'instant. Bonjour Marion Maréchal. La question des migrants, la sécurité, la laïcité, la mixité scolaire, les insultes à la télé avec l'affaire Louis Boyard, Cyril Hanouna, la fin de la ristourne naissance, la bataille autour de la corrida, le retour ou non de Quatennens et puis l'avenir aussi de Reconquête. Autant de sujets que nous allons essayer d'aborder. Commençons tout d'abord par la suite du feuilleton de l'Océan Viking à Toulon. Vous vous êtes rendu à Toulon avec Éric Zemmour vendredi. Est-ce que ce n'était pas quand même finalement un devoir humanitaire d'accueillir ce bateau avec des migrants qui étaient en danger ? Alors bonjour, déjà merci pour votre invitation. Alors en ce qui concerne l'Océan Viking, je pense au contraire qu'il y a une double faute politique de la part du gouvernement. Une faute politique d'abord à l'égard de la France, parce que le gouvernement, à travers cette décision, ouvre une nouvelle voie de passage, et nous en avions déjà un certain nombre, aux migrants clandestins. Or, c'est intéressant de mettre cette information en parallèle d'une autre qui est arrivée aujourd'hui, à savoir que, vous le savez, nous sommes passés à 8 milliards d'êtres humains sur Terre, qu'il y a un peu plus d'1 milliard d'habitants en Afrique, et que dans cet ensemble, l'Europe, l'Union européenne en tout cas, pèse à peu près 500 millions d'habitants. J'ajouterais qu'il y a aujourd'hui 52% des 18-25 ans des personnes qui habitent en Afrique qui veulent venir en Europe. 40% en Tunisie. Combien vous dites ? 52% des 18-25 ans. Ah oui, alors voilà. En précisant tout de même qu'en 2050... Je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres, quand même. Il y a un sondage. Ah non, mais oui, il y a eu des sondages qui ont été faits, bien sûr, y compris par des instituts arabes ou africains qui ont analysé donc cette volonté d'émigration, et c'est assez spectaculaire. Je vous le disais, 40% en Tunisie, 34% au Maroc. Bref. Quand on a ce phénomène démographique absolument insoutenable et qu'on voit cette volonté massive des jeunes populations africaines de venir en Europe, il était parfaitement irresponsable d'envoyer un nouveau signal à travers l'accueil de l'Océan Viking. Ça, c'est la première faute politique à l'égard de la France. Et puis, il y a une faute politique, selon moi, à l'égard de l'Italie, très importante, car le gouvernement a fait preuve d'une indéniable morgue et d'un certain mépris à l'égard de Giorgia Meloni, qui pourtant n'a fait que répondre finalement à la volonté démocratique du peuple italien. Elle s'était engagée auprès d'eux à mettre en place un blocus naval. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'à un moment donné, où le couple franco-allemand, le pseudo-couple franco-allemand, parce que ça c'est une illusion française, bat de l'aile, que l'Allemagne, à plusieurs reprises, nous démontre qu'elle joue totalement solo sur les affaires de défense, sur les affaires énergétiques, peut-être faudrait-il réfléchir au contraire à se rapprocher de l'Italie pour avoir un partenaire sur lequel s'appuyer pour enfin engager un rapport de force avec la Commission européenne et rééquilibrer, on va dire, le jeu avec l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Donc c'est malheureux dans ces conditions que le gouvernement, bien au contraire... Rééquilibrer sur quoi ? Notamment sur les flux migratoires ? Notamment sur les flux migratoires, parce que je vous donne un exemple très précis qui touche à Frontex. Vous savez, Frontex, l'organisme qui est censé réguler nos frontières européennes. L'objectif de Frontex initialement, c'était de garantir l'imperméabilité des frontières. On est d'accord, on est censé mettre des moyens régulièrement financiers, humains là-dedans pour cela. Or, il y a aujourd'hui deux doctrines en fait de Frontex. Et la Commission européenne, en réalité, fait aujourd'hui de Frontex un organisme qui a vocation à contrôler que les États respectent bien le droit fondamental des migrants. C'est-à-dire que plutôt en fait d'utiliser cet outil pour empêcher les clandestins d'arriver sur le territoire, eh bien on en fait un organisme de contrôle pour s'assurer que les migrants sont bien traités. Donc ça pose quand même un problème de fond. Et si la France travaillait de concert avec l'Italie, notamment pour faire en sorte bien que Frontex soit utilisé avec un objectif clair, qui est celui de protéger nos frontières, eh bien peut-être aurions-nous des résultats différents. Il y a quand même des choses qui se passent, Marion Maréchal. Il y a des patrouilles en Méditerranée. Il y a eu en fait l'installation de zones pour essayer aussi de regrouper en fait ces migrants et ensuite les redistribuer entre guillemets soit sur le territoire européen, soit les faire retourner chez eux depuis quelques années, quoi. Alors il y a des choses qui se passent, mais dont on voit bien que l'efficacité est quand même très très relative, puisque l'année dernière en Italie il y a quand même 90 000 personnes qui sont entrées, avec un gouvernement qui est dans une hypocrisie complète, parce qu'il faut quand même comprendre qu'en fait l'Italie accueille des migrants qui pour la plupart d'entre eux finiront en France, parce que la destination finale c'est bien la France pour une grande partie de l'immigration. Ou alors ensuite l'Angleterre. Voilà, je parlais de l'immigration, l'immigration francophone. Ce qui est sûr aujourd'hui, et c'est là où c'est surprenant, c'est que il y a indéniablement une professionnalisation de la filière qui organise les passages à travers la Méditerranée. Il y a, et ça c'est pas mes mots à moi, c'est les mots de Christophe Castaner, donc qui était un ancien ministre de Macron, qui parlait même de collusion, c'est le terme, entre les ONG humanitaires et les trafiquants d'êtres humains en Libye. Alors c'est pas une collusion financière, mais c'est une collusion d'organisation.
Ça veut dire qu'ils s'appellent, ils se contactent pour pouvoir organiser le passage, et c'est comme ça que les trafiquants arrivent à convaincre les migrants de traverser en leur disant vous inquiétez pas, dès que vous serez dans les eaux territoriales internationales, eh ben, il y aura un bateau qui viendra vous chercher, qui vous emmènera en Europe. Les mafias également, italiennes ou autres aussi, qui participent. De toute façon, c'est un système de criminalité organisée qui est extrêmement rentable et qui a pour conséquence quand même d'amener à leur perte des centaines de milliers de personnes et qui sont traitées, ça c'est une réalité, de manière absolument monstrueuse lorsqu'elles arrivent sur le territoire libyen. Mais que faire alors, Marion Maréchal? Puisque vous l'avez dit vous-même en introduction, nous sommes 8 milliards sur Terre, il va y avoir une population qui ne va cesser de grandir, et notamment en Afrique, et que beaucoup veulent venir en Europe. On ne peut pas verrouiller à double tour comme ça, si? On peut quand même verrouiller un certain nombre de choses. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut donner des objectifs clairs à Frontex. Voilà, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Deuxièmement, il faut accepter que nous ne faisions pas accoster sur les côtes européennes les bateaux de clandestins qui tentent la traversée, mais que nous les ramenions sur les ports d'origine pour éviter de créer un appel d'air. Ensuite, il y a un certain nombre de politiques nationales qui doivent être mises en place, qui doivent casser cette dimension incitative à l'immigration. Je pense notamment en France au droit du sol, par exemple, aux mécanismes de régularisation, d'obtention de la nationalité qui sont beaucoup trop laxistes, à l'ensemble des ailes sociales, des aides sociales qui sont aujourd'hui mises en place et qui font qu'une fois arrivé sur le territoire, en tant que clandestin, vous êtes quand même très largement pris en charge par le contribuable français. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Par exemple, en Australie, ils sont allés jusqu'à faire des campagnes dans les pays d'origine, une campagne qui s'appelle No Way, payée par le gouvernement australien pour faire passer le message aux populations qu'ils ne sont pas les bienvenus en Australie et que s'ils y viennent et ils tentent la traversée, eh bien ils n'obtiendront rien. Bien, je pense que la France devrait aussi faire ce genre de choses. Marion Maréchal, qu'est-ce que vous attendez là, dans l'immédiat, très concrètement, du suivi des migrants qui sont arrivés à Toulon? J'attends que le droit soit respecté. Or, je sais exactement ce qui va se passer. Ça veut dire qu'ils vont tous, et c'est le cas d'ailleurs, faire une demande d'asile. Oui. Probablement une partie significative d'entre eux seront déboutés de ce droit, comme c'est souvent le cas, mais que, in fine, vous aurez probablement 95% de ces déboutés qui resteront sur le territoire français. Tout simplement parce que nous avons un système complètement aberrant sur le plan juridique qui fait que même quand vous êtes débouté, vous avez le droit à recours sur recours sur recours sur recours, et que, in fine, quand bien même l'État aurait la volonté de vous renvoyer, nous nous heurtons le plus souvent au refus des pays d'origine de récupérer leur population. Oui, alors c'est ça, face aux pays d'origine, et puis la détresse de certains qui ne veulent pas retourner chez eux parce qu'ils ont fui, ils ont dépensé en fait de l'argent pour venir ici. Est-ce que vous comprenez cette détresse humaine aussi, Marion Maréchal? Je comprends très bien, mais moi, en tant que responsable politique française, mon devoir est d'abord d'assurer la cohésion, l'harmonie et la prospérité du peuple français. Or, aujourd'hui, quand je vois les actualités qui se multiplient, j'en donne une parmi tant d'autres, mais quand même dans un pays où, quand il y a une épidémie de bronchiolite auprès des enfants, l'hôpital public est tellement mis à mal qu'on est obligé de déplacer les enfants d'un bout à l'autre en laissant les parents complètement démunis. C'est un exemple, si vous voulez, mais de la paupérisation de notre pays. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on explique que demain, on soit en capacité d'accueillir plusieurs centaines de millions, si ce n'est même de milliards d'habitants, parce que évidemment les conditions dans les pays d'origine sont difficiles, mais admettons quand même qu'aujourd'hui la France est dans une situation sécuritaire, identitaire, culturelle et financière qui ne nous permet plus de le faire. Oui, est-ce que la stratégie de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussopt n'est pas une bonne idée, la création d'un titre de séjour, les métiers en tension? Non. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont véritablement en tension, on n'arrive pas à recruter et on va chercher des populations étrangères sans papier. J'entends, je sais, mais c'est un discours auquel je n'adhère pas du tout pour une raison simple, c'est que ça fait des années qu'il y a des millions de personnes qui sont entrées sur le territoire. Or, on n'a pas vu que ces fameux métiers en tension trouvent pourtant davantage de personnes pour pouvoir combler les manques. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne solution, surtout quand on met en parallèle le coût social que ça représente. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020, les personnes de nationalité étrangère qui résident en France ont un taux de chômage 2 fois plus élevé que les Français. Ça va jusqu'à 41,6% chez les personnes de nationalité algérienne. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc en fait, on importe des personnes au prétexte que ça permettrait de combler les carences sur le plan de l'emploi. Et on se rend compte que ça ne fait qu'alimenter finalement encore davantage le chômage en France avec tout le coût que ça représente en parallèle. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne solution, d'autant plus qu'on oublie quand même de dire, et c'est ce que Gérald Darmanin ne dit pas, que cette immigration de travail, elle ne vient pas en substitution des
autres plans d'immigration. Elle vient en addition. Une fois de plus, sommes-nous encore capables aujourd'hui d'accueillir des populations étrangères massivement? Je ne le crois pas. Oui, vous l'avez évoqué, Marion Maréchal, tout à l'heure. Nous sommes 8 milliards sur la planète, 2 milliards de plus dans les années à venir. Est-ce qu'il faudrait arrêter, par exemple, de limiter le nombre d'enfants pour la planète, pour sauver la planète? Moi, je ne suis pas une adepte des politiques totalitaires et dictatoriales ou la politique de l'enfant unique. Non, mais c'est une question provocatrice que certains posent. J'entends bien, mais je ne vois pas comment cela serait possible, et encore moins, je ne crois pas que cela soit souhaitable de cette manière-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la transition démographique, on le voit dans les différents continents, elle se fait naturellement lorsqu'il y a des politiques de santé, d'éducation et des politiques économiques qui permettent de stabiliser les populations. Donc c'est plutôt ça, à mon avis, qui devrait être encouragé. Néanmoins, je le dis parce que je vois une forme de culpabilité européenne dans le fait aujourd'hui de faire des enfants. Je vois même parfois, j'en parlais ce matin, c'est marrant, à vos confrères, le fait qu'il y ait presque j'ai envie de dire, une offensive dans le service public français de témoignages, de documentaires pour expliquer que faire des enfants, c'est pas bien, parce que la planète, parce que finalement c'est quand même ennuyeux, puis ça met le couple en difficulté, puis ça coûte de l'argent. Enfin, c'est assez phénoménal de voir cette offensive idéologique pour culpabiliser les gens qui font des enfants. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas en Europe que la question démographique est un sujet. Nous sommes 500 millions dans l'Union européenne, nous perdons de la population en parallèle du développement démographique des autres continents. Je ne crois pas que ce soit aux Européens aujourd'hui de faire cet effort. Un mot sur la laïcité. Face à une augmentation des incidents à l'école, le ministre de l'Éducation annonce un plan de sanctions gradué. Est-ce que vous en attendez des résultats ? Alors je l'espère. Déjà, je suis content qu'il y ait une réaction, qu'il y ait une circulaire qui soit mise en place, puisqu'il y a encore quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale nous expliquait que sa priorité, sa priorité à l'école, c'était d'accélérer, d'augmenter les cours d'éducation sexuelle. Donc on semblait être quand même un petit peu à côté de la plaque. Donc là, il y a manifestement une prise de conscience que nous ne sommes pas face à un phénomène anecdotique, je cite, d'atteinte à la laïcité. C'est le mot un peu pudique, vous savez, qui est convenu, mais on est face à une véritable offensive islamique en explosion, avec parfois jusqu'à on le voit sur Internet, des défis qui sont lancés aux élèves pour tester finalement la résistance des établissements. Donc ce qui est sûr aujourd'hui, et c'est ce que j'attends moi de cette circulaire, c'est qu'il y ait déjà un rappel clair et net de la loi, deux, qu'il y ait une procédure, un cadre qui soit mis en place pour les professeurs de réaction, qu'il y ait un soutien systématique de la direction, ce qui n'est pas toujours le cas. Depuis des années, c'est plutôt le pas de vague. C'est prévu dans le plan, mais bon, on verra. De la formation. Est-ce qu'on est capable d'identifier ces offensives, d'identifier les mécanismes de radicalisation, et puis ensuite des sanctions absolument exemplaires à l'égard de ces jeunes, qui pourraient d'ailleurs aller jusqu'à, pourquoi pas, privation temporaire des aides sociales aux parents, si vraiment il y a un fait avéré de provocation et d'atteinte à la loi. Oui, le ministre aussi, Pap Ndiaye, qui veut favoriser la mixité scolaire, restons là un instant. Il est temps de faire de la mixité une priorité de ce ministère, a-t-il dit. Beaucoup de familles se tournent vers le privé. L'État pourrait d'ailleurs demander des comptes à ces établissements privés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend quel type de compte. Je ne sais pas quel type de... Pour qu'il y ait de la mixité également dans les établissements privés. Le principe quand même d'une école privée, c'est que c'est comme d'ailleurs une société privée, c'est quand même la liberté. Donc moi, je suis toujours un peu gênée quand l'État commence à mettre son nez dans la liberté des organismes, des associations. Voilà. Donc moi, je ne crois pas qu'il faille aller vers ce genre d'obligation. Je pense que le ministre ferait mieux de s'affairer au fait de redresser l'éducation nationale. Parce que si aujourd'hui les gens se tournent vers le privé, et c'est bien légitime, c'est parce que l'éducation nationale est en faillite sur le plan du niveau, sur le plan des méthodes, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'autorité. Or, je ne vois pas véritablement de révolution de ce point de vue-là. La profession d'ailleurs d'enseignant est aujourd'hui une profession paupérisée qui n'attire plus, il n'y a plus de vocation majeure là-dessus. Donc j'attends plutôt des réponses, plutôt que d'aller contraindre ceux d'en face. Commençons déjà par faire un bilan et à réagir pour les nôtres. Marion Maréchal, il nous reste 3 minutes. 3 questions. Adrien Quatennens voudrait revenir à l'Assemblée après son histoire conjugale. Quelle est votre position ? Ça, c'est le problème de la France insoumise. Je veux dire, moi, je vais pas... Je ne suis pas là pour dire qui doit revenir, pas revenir. Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, le principe, c'est la justice qui condamne et non pas les médias. Ça, c'est important de le dire. Et de l'autre, quand on est un élu, ce sont les électeurs qui renouvellent ou pas le mandat. Je pense que ça, c'est la règle de principe.
voilà, après ça lui appartient avec sa conscience. Oui, et à LFI aussi. À propos de LFI, Louis Boyard porte plainte pour insulte contre Cyril Hanouna, qui lui-même annonce aussi son intention de le faire pour diffamation. Qu'est-ce que vous inspire ces débats sur les plateaux de télé ? J'ai envie de dire pas grand-chose parce que en réalité, quand on connaît un peu le parcours de ce député qui était lui-même chroniqueur avant, d'ailleurs dans l'émission de Cyril Hanouna, c'était quelqu'un qui en fait avait fait aussi un peu de son fonds de commerce, de la provocation. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont contribué eux-mêmes d'ailleurs à l'affaissement du débat public et à la perte de crédibilité, enfin plutôt la perte de respect à l'égard des élus politiques. Donc c'est un peu l'arroseur à arroser. Je dis pas que c'est bien. Vous êtes allé dans cette émission. Oui, tout à fait. Mais là, je parle en l'occurrence, je parle du chroniqueur en question. Donc je dis pas que c'est bien. Je trouve ça évidemment pas assez consternant, mais bon, je vais pas en faire tout un foin, quoi. Voilà, je vais pas. Oui. Dites-moi un mot de Reconquête. Où en est-on aujourd'hui de votre parti en tant qu'adhérent ? Parce que là, on s'amuse à compter en ce moment les militants dans les différents partis, puisque vous le savez, il y a des changements, que ce soit chez les Verts ou les LR, par exemple. Oui, alors écoutez, où on en est ? On en est qu'on est un jeune parti de droite qui s'installe dans la vie politique, qui mène régulièrement des actions. Vous l'avez dit tout à l'heure, à Toulon, nous étions physiquement présents pour envoyer un signal aux Français et nous opposer à la décision du gouvernement. Nous avons un moment important en décembre, un grand meeting anniversaire après un an d'existence, qui va être aussi un moment où beaucoup d'adhérents vont, je l'espère, reprendre leurs cartes et nous réitérer leur confiance dans les années à venir. Donc c'est un jeune parti qui mobilise énormément. Partout en France, il y a des meetings régulièrement qui sont faits et qui font carton plein. C'est quoi l'objectif ? Les européennes de 2024 ? C'est ça ? Tous les rendez-vous électoraux sont des objectifs. Les européennes, évidemment, en sont un, mais les municipales en seront un aussi. C'est une question d'ancrage. Vous serez tête de liste ou pas pour les européennes ? Rien n'est décidé à l'heure où... Non, mais vous en avez envie. J'en ai envie, mais rien n'est décidé. Pas plus à Reconquête d'ailleurs que dans les autres partis politiques. Je pense que d'ailleurs, comme dans les autres partis, ce sera une décision collective qui sera prise le moment venu. Et la première chose d'abord, c'est de s'accorder sur le projet. Quel projet européen allons-nous porter ? Et vous tendez la main au Rassemblement national ou pas ? Alors, de manière générale, ça c'est l'ADN même de Reconquête, nous plaidons, je pense que c'est un secret pour personne maintenant, pour l'alliance des droites en général, des droites de bonne volonté, des droites sincères, non pas d'ailleurs comme, on va dire, une obsession, mais simplement parce que c'est un chemin vers la victoire. Et quand ça fait 3 présidentielles perdues face à la gauche ou au centre-gauche, et qu'on regarde les exemples italiens, les exemples suédois, je pense qu'il serait temps peut-être d'en tirer les leçons. Marion Maréchal, il y a un débat sur la corrida, interdiction ou restriction, et vous ? Non, moi je ne suis ni pour l'interdiction ni pour la restriction. Je ne viens pas d'un territoire où c'est on va dire une habitude culturelle, mais néanmoins je respecte, on va dire, ce qui fait aujourd'hui l'âme d'une partie des territoires. C'est un héritage, c'est une tradition. Donc à ce titre, je n'ai pas envie de la mettre à mal. Je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire sur le plan du bien-être animal plutôt que de s'attaquer à la corrida. Merci Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête, qui est l'invitée de Sud Radio.